moi, je voulais augmenter ma passivité. Je voulais aussi shifter puis aller vers une sphère un peu plus élevée. En fait, c'est en lisant la biographie de Warren Buffett, L'effet boule de neige. C'est un pavé. Au sortir de cette lecture, je me suis dit, ok, tu peux chercher très longtemps tous les parcours qui vont t'amener très très haut, mais en fait, il n'y en a pas 36 000 qui vont t'amener au sommet. Moi, je me suis dit, la bourse, peut-être qu'il y a une manière d'utiliser les produits financiers pour aller chercher de la surperformance. Parce que les intérêts composés, ok, c'est bien, mais c'est pas avant 20 ans. Dans 20 ans, on sera mort. Dans 20 ans, il sera passé plein de choses. L'univers des options, il n'est pas non plus si complexe que ça. Là, je t'ai présenté un scénario très simple où t'achètes. Tu peux faire l'inverse. Tu peux être un assureur et tu peux les vendre. Tu peux vendre un droit d'acheter ou vendre un droit de vendre. Tu peux nous donner un exemple d'une de tes stratégies Ouais, j'en explique une très rapidement. Ouais. Une toute simple et qui est hyper connue, c'est... Donc tu peux avancer très très loin. Il y aura un plafond de verre, mais avant de l'atteindre, tu seras déjà une des plus grandes fortunes françaises, voire américaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon. Multi-investisseur, d'abord en immobilier, puis en bourse, Simon s'est finalement spécialisé sur l'investissement en bourse, et notamment via une stratégie particulière avec les options qui lui permettent de booster son rendement. Dans cette vidéo, Simon va nous expliquer et détailler toute sa stratégie d'investissement en bourse de A à Z, avec la méthode, les astuces, les erreurs à éviter, pour qui cela s'adresse, etc. Une véritable masterclass pour découvrir un produit souvent mis en avant comme plus risqué en bourse, mais qui est aussi plus méconnu pour beaucoup. J'en profite pour dire que vous êtes chaque semaine de plus en plus à suivre mes contenus et je vous en remercie. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. J'en diffuse 2 par semaine et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Let's go. Hello Simon. Bonjour Thomas. Bah écoute, bienvenue, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Merci. On a déjà bien discuté 5 minutes en amont, ça fait plaisir 5 au minutes, moins. t'es sûr? Ouais. Ça fait bien une bonne demi-heure qu'on parle à mon avis. C'est vrai qu'on aurait pu enregistrer, et c'est ce que je me dis toujours des fois, si les caméras enregistrent en Il y a off, plein ça de ferait choses. une bonne partie. Mais au moins c'est bien parce qu'on vient juste de se rencontrer, comme des fois souvent avec les invités, et au moins on apprend à se connaître, et on va encore plus pouvoir creuser le sujet là dans l'interview en direct. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu brièvement ton parcours notamment aussi d'investisseur, et comment t'en es arrivé jusqu'à aujourd'hui, l'investissement en bourse, les options, etc. Oui, ça fait partie de la logique. Moi, j'aime bien quand les gens se présentent et qu'ils expliquent un petit peu leur parcours, parce que tu comprends pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Simon, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je vis en France, je suis quelqu'un de tout à fait simple. Je ne vis pas sur Paris. On a l'impression que tout se passe toujours à Paris, pas forcément. Et puis, je suis investisseur entrepreneur dans l'immobilier et la finance. J'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant. J'ai fait des études d'histoire, j'ai eu mon master, j'ai eu mon concours. J'ai enseigné pendant 6 ans, c'est ce qui était très bien. C'est une chose que je voulais faire dans ma vie. J'ai appris à apprendre aux autres et ça me sert aujourd'hui. Et en parallèle, j'ai investi dans l'immobilier. Ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui que je fais de l'immobilier. Et au bout d'un moment, dans ce parcours-là d'immobilier, j'ai voulu faire un switch. J'ai voulu augmenter ma passivité. Je me suis tourné vers la bourse. J'ai rencontré plein d'univers différents, plein de stratégies, plein de philosophies différentes. Aujourd'hui, j'ai un petit peu fait le tri pour atterrir au final sur ce que j'estime être aujourd'hui la stratégie la plus rentable, en tout cas celle que je connaisse avec la bourse, que sont les options. Et est-ce que dès le début, en fait, quand tu as commencé l'investissement, tu t'étais dit je vais faire de la bourse côté passif et de l'IMO, et un jour je passerai que sur la bourse, ou ça s'est fait naturellement au fur et à mesure? Parce que comment ça s'est fait un peu cette transition? Parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de personnes qui sont à fond dans l'immobilier, d'autres qui sont à fond dans la bourse, et des fois j'en vois qui sont à fond dans l'immobilier et qui le restent un peu pour toujours, comme tu disais tout à l'heure. J'ai envie de te dire, ils sont bloqués. Ouais. Juste, il y a un shift à passer. Non, mais c'est très bien. Les deux sont très puissants, et c'est pas moi qui te dirais qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. En fait, les deux sont bien, les deux sont complémentaires. Mais je trouve que c'est important dans la vie d'un investisseur d'être complet et d'aller voir les deux univers. Parce que les deux sont complémentaires, et puis tout patrimoine bien fait a toujours une base d'immobilier et puis de la finance. Et passer un certain plafond, tu ne peux plus faire d'immobilier parce que tu as une limite physique. Passer un certain plafond, c'est la finance qui va faire ton patrimoine. C'est la finance qui va t'amener vers des hauts très hauts. Mais si tu le fais très tôt, en fait, c'est super, parce que
Là, tu multiplies beaucoup plus vite parce que tu connais les intérêts composés. Je représente pas tout ça, mais plus tu démarres tôt et plus tu peux aller loin. Moi, si j'avais su ce que j'explique aujourd'hui, ce que j'apprends à faire à mes clients, si je leur avais appris, si j'avais appris des années plus tôt, si ça existait, les formations là-dessus, mon patrimoine, il serait très, très différent aujourd'hui. En fait, l'effet multiplicateur, il est énorme. Parce que pour que les gens comprennent quand même, mettre le contexte, on dit que tu as commencé avec l'IMO, ensuite la bourse, mais tu n'as pas juste fait 1 ou 2 opérations IMO, tu es monté à une 50aine de biens immobiliers, tu m'as dit quand même. Donc tu as fait quand même de l'immobilier à fond. Donc au début, gros effet de levier, et après tu t'es dit, je vais quand même prendre le switch aussi, côté un peu plus passif, et aller exploiter vraiment l'effet multiplicateur où il n'y a plus de barrière physique, c'est ça? Oui, alors en fait, à mesure qu'on avance, mais c'est pareil dans l'entrepreneuriat, je pense, la vision change. À mesure qu'on grossit, on adapte aussi à la réalité. Je ne peux pas te dire qu'il y avait un plan prédéfini dès le départ et que le destin était tracé. Personne. Ça s'écrit, on écrit l'histoire toujours après qu'elle se soit passée. Mais c'est logique. C'est le connecting the dots de Steve Jobs. C'est qu'au bout d'un moment, tu relis tous les points de ton existence et tu dis oui, en fait, c'est logique ce qui m'est arrivé. D'une, ça me ressemble et c'est ce que je voulais faire. Mais de dire qu'au début, je le savais, non, tu ne peux pas savoir ce qui va arriver à la fin. Mais la logique, elle est la suivante. Je voulais d'abord un job, comme la majorité des gens. Un job sûr, sur lequel je pouvais financer des projets. C'est ce que j'ai fait. J'ai été fonctionnaire, c'est très bien. Les banques t'adoraient. Ouais, bien sûr, t'es le petit chouchou. C'est comme ça. Les banques, elles t'aiment, elles te financent. Ok, je me suis associé aussi parce que ça a un effet multiplicateur de s'associer. On peut emprunter beaucoup plus et on a plus de confiance. Donc c'est pour ça que j'ai pu monter aussi jusqu'à une 50aine de lots avec l'immobilier. Et en parallèle, de mon boulot, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai avancé comme ça. Mais il arrive un moment, moi je me suis dit, je peux pousser plus loin, c'est vrai, je peux monter jusqu'à 100 lots, je peux déléguer, devenir un gestionnaire beaucoup plus loin. Au bout d'un moment, tu n'es plus juste le petit investisseur, tu es un entrepreneur immobilier. J'aurais pu passer ce cap-là, mais moi je voulais augmenter ma passivité. Je voulais aussi shifter puis aller vers une sphère un peu plus élevée. En fait, c'est en lisant la biographie de Warren Buffett, L'effet boule de neige. Tu connais, c'est un pavé. Au sortir de cette lecture, je me suis dit, OK, tu peux chercher très longtemps tous les parcours qui vont t'amener très très haut, mais en fait, il n'y en a pas 36 000 qui vont t'amener au sommet. Qu'est-ce que tu entends par sommet? C'est quoi l'objectif En fait... avec l'immobilier, il y a un plafond de verre. Okay. À moins de créer une foncière et que ce soit de l'entrepreneuriat. Voilà. Si tu es juste investisseur, tu ne vas pas pouvoir te découper en 100 pour aller gérer 100 problèmes d'un coup. Tu n'y arriveras pas. Tu peux essayer, mais bon, je doute que tu y arrives. Il va falloir mettre en place une logistique, des pratiques pro et avoir un mindset aussi. Tu ne peux plus être juste l'investisseur premier qui démarre avec son studio et puis qui va juste gérer ces petits problèmes de studio qu'il apprend. Si tu es obligé au bout d'un moment de faire un switch sur la finance, c'est parce qu'en fait, si tu ne le fais pas, tu vas devenir ce que j'ai vu et que je trouve triste, c'est le vieil investisseur de 80 ans qui est encore obligé d'aller dans son immeuble pour gérer des conflits avec ses locataires et qui n'a plus l'énergie. Et c'est pas pour ça qu'on le fait de base, quoi. Non, voilà, on le fait pas pour les embêtements qu'on peut avoir. On le fait... Comme je dis toujours, l'argent, c'est pas pour l'argent, c'est pas un stock qui nous plaît. C'est la liberté qu'elle nous procure. L'argent, c'est un flux. C'est un flux de liberté. Que tu sois un milliardaire ou que tu sois un premier investisseur qui a 50 balles sur son compte titre, ce que tu veux, c'est la même chose. Ce que va te procurer l'argent, c'est la liberté. Mais l'immobilier, il y arrive un moment, tu peux te retrouver piégé dans l'immobilier. Une prison dorée au final. Ouais, ça peut être une prison dorée, ça peut être des embêtements, tout ça. Ou alors tu as, au bout d'un moment, placé dans d'autres types de produits beaucoup moins embêtants, beaucoup plus faciles à déléguer, beaucoup plus patrimoniaux. Mais tu ne le fais pas au tout début, ça. Il faut d'abord faire du rendement. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est logique de finir par arriver à la finance. Et c'est triste de ne pas se former, je trouve. C'est triste de ne pas passer ce plafond-là. J'ai vu, comme je te dis, des vieux investisseurs qui n'ont pas réussi à vendre avant, qui n'ont pas réussi à switcher, qui ne se sont pas préparés à une fin de vie confortable. Et il faut le faire. Je pense qu'il faut qu'il y ait une rotation. Les actifs, en fait,
tu augmentes leur valeur si tu fais circuler le capital d'un actif à l'autre le plus rapidement possible. Ça, c'est la théorie de Robert Kiyosaki que tout le monde a lu, Père riche, Père pauvre. Mais c'est vrai. Dans l'immobilier, il doit y avoir une logique de rotation d'actifs. Et quand tu ne la fais pas, tu es bloqué, tu as un mal-être, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à crever le plafond de verre au-dessus de moi? Ok, je touche des loyers. Ok, je suis indépendant. Moi, j'ai vécu de l'immobilier. À 32 ans, j'ai arrêté mon job. Je vivais vraiment de l'immobilier. Mais ça ne me convenait pas non plus. Je me disais, c'est pas la fin. C'est pas là que je veux arriver. Et c'est là que je me suis tourné vers la finance. C'est très intéressant que tu en parles. Parce que sur la chaîne, on parle très souvent du fait qu'on considère l'investissement comme le seul vecteur en fait, qui transforme les revenus actifs du travail en revenus passifs du capital qui travaille à notre place au final. Ouais. Mais quand on parle d'immobilier, on en parle très souvent, mais on place toujours le curseur un peu entre les deux en disant que oui, ça fait de l'effet levier, ça va créer du revenu qui travaille à votre place, mais il y aura toujours une part de vous qui travaille aussi dessus, contrairement à tout ce qui est placement financier, où c'est peut-être plus long au début à démarrer, parce que quand on a 50 balles sur compte titre, il n'y a pas l'effet de levier, on va emprunter à la banque, Sans mais capital, tu par fais contre, rien. c'est vraiment derrière passif, quoi. Oui. Mais c'est un développement logique parce que c'est vrai qu'au début, tu n'as pas de capital. Moi, j'avais 1600 balles sur mon compte. J'ai démarré avec rien. Je suis allé voir une banque, prêtez-moi de l'argent. J'ai un tout petit peu d'épargne. Fonctionnaire, ça passe. Oui, ça passe parce que, bien sûr, il y avait du ressort derrière. Le métier, on se dit, celui-là, c'est bon. Jusqu'à la fin de ses jours, il est payé. On risque rien à lui financer un studio. Mais oui, au début, c'est sûr, quand tu n'as pas de capital, avec l'immobilier, tu as 0, paf, tu as 1. Super, c'est très bien et il faut le faire, c'est une bonne chose. Mais il y a vraiment un switch, il y a une étape à passer après. Ouais. Vraiment, si aujourd'hui il y a un message que je veux véhiculer sur Internet avec les contenus que je produis aussi, c'est celui-là. C'est de se dire, il va falloir apprendre aussi d'autres formules qui vont vous amener plus loin. Ouais. Si vous restez bloqué à un niveau, vous ne passerez pas ce plafond de verre. Et l'immobilier n'est pas la seule voie possible, évidemment. Il y en a pas mal d'autres, même si c'est un gros ascenseur social. Il y a l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Après, il n'y en a pas 36 000. L'immobilier, la bourse ou l'entrepreneuriat. Ouais. Voilà. Si tu veux t'enrichir, il n'y a pas 36 000 autres solutions. Mais dedans, il y a vraiment un champ très large. Il y a plein de choses à faire. Pouvoir faire du levier. Donc à ce moment-là, tu te dis, OK, je switch sur le placement financier. Donc on pourrait se dire, quand même, tu as un gros parc immobilier, tu as pas mal de biens. Donc tu pourrais te dire, OK, je liquide une grosse partie de mon parc immobilier, je prends mes gains et je vais les mettre dans un ETF Word passif, un bon portefeuille d'ETF, et je profite juste de mes intérêts, etc. Et je me contente de ça. Mais non, tu n'es pas allé dans les ETF, tu es allé du coup dans les options, qui sont des produits un peu plus complexes et des stratégies un peu plus élaborées, etc. Pourquoi ce choix? Et est-ce que déjà tu peux nous expliquer aussi, ça permet de faire la transition, qu'est-ce que c'est qu'une option en bourse? Ouais, d'accord. Alors, pourquoi je ne suis pas parti sur les ETF? Je réponds tout de suite à cette question. Ça ne correspond pas à ma nature profonde. J'ai besoin d'agir pour qu'il se passe quelque chose. Et moi, l'ETF, ultra passif, machin, l'objectif, c'était d'arrêter de travailler au début dans ma vision. Et puis, c'était un objectif assez naïf. En fait, j'ai toujours envie de travailler. C'est juste j'ai envie de choisir dans quoi. L'ETF, ça ne peut pas correspondre à mon idéal de vie pour ça, déjà, rien que pour ce côté ultra passif, ça, j'y arrive pas. Et puis après, quand tu comprends aussi, quand tu rentres dans l'univers de la bourse, tu te rends compte que c'est pas si compliqué d'être légitime, de faire ses propres choix, de faire son stock picking, de faire soi-même ses choix d'action. Avec assez peu de critères, quelques bonnes questions, déjà tu peux choisir ce dans quoi tu veux investir et ce dans quoi tu crois. C'est comme en immobilier. Tu crois dans un appart parce qu'il est là, parce que c'est telle ville, parce qu'il y a telle logique. En bourse, c'est pareil. Tu crois dans une action parce qu'il y a telle logique derrière, parce que tu crois en l'énergie, parce que tu crois au transport, parce que tu crois à la finance, quel que soit le secteur dans lequel tu veux investir, et en équilibrant tout ça, en fait, il y a une logique. Voilà. Bon, ça, c'est la base, si tu veux, dans laquelle je suis rentré, une fois que je suis rentré dans l'univers de la bourse. Et j'ai fait mon switch. Donc, pour répondre à cette question, j'ai vendu la majorité de mon patrimoine immobilier. J'ai vraiment fait un choix de non-retour. Je ne voulais plus avoir de gestion immobilière. Donc, j'ai tout mis en bourse. Par contre, quand tu fais ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas forcément où tu vas. Comment tu vas en vivre? OK, ETF distribuant, c'est bien. Les rendements sont trop faibles. Ça ne te permettra pas d'avoir le niveau de vie que tu veux. OK, bon. Les actions, très bien. Au début,
action à dividende, parce que c'était une des premières philosophies qui m'a drivé, comme beaucoup, j'imagine. Tu te dis, les dividendes, c'est bien, c'est au moins ça de revenus, et c'est plus fort en termes de revenus que le simple ETF distribuant, puisque tu vas choisir... les actions qui versent le plus de dividendes. Voilà, les actions qui versent plus... Le meilleur dividende. Oui. Le meilleur n'est pas le plus élevé. Oui, et ça, Voilà. il faut faire très attention d'ailleurs. Ouais. Oui, en fait, voilà, il faut se former. En fait, au début, j'ai commencé, et ça, je tiens à le dire, j'ai commencé par le plus facile, le plus sexy, ce qu'on appelle le day trading, où tu fais des allers-retours très rapides, mais c'est hyper dangereux. Et c'est du gambling, c'est du hasard. Tu essayes de suivre une tendance que tu as identifiée avec des mécaniques, des choses comme ça. C'est bien, mais pour être un performeur dans ce domaine, faut que tu fasses partie du 1%. 99% des traders, ils perdent de l'argent. Ça, c'est une stat de l'AMF d'ailleurs. Ouais, je ne l'ai pas inventée, je la sors pas d'un chapeau, elle est véridique. Alors, je l'ai fait, j'ai perdu 2000 balles sur mon premier compte titre. Ok, j'ai arrêté, j'ai revu la stratégie. Je dis, bon, je continue, j'ai perdu 5000 balles. Bon, c'est bien, on arrête, il va peut-être falloir se former. Je me suis formé, paf, première année, plus 47%. Parce que je savais ce que je faisais. Tout simplement. En fait, là, je me suis déverrouillé à ce moment-là parce que j'ai compris que si tu ne te formes pas, si tu vas toujours sur du gratuit, tu ne passeras pas les plafonds de verre. Il arrive un moment, il faut aller plus loin. Si tu fais ce que font la majorité des gens, tu ne passeras pas les plafonds de verre. Tu étais toujours en day trading à ce moment-là ? Là, j'ai switché. Ok. J'ai switché sur des actions à dividendes, mais de qualité. Ok. Et là, j'ai compris ce que je faisais. J'ai sélectionné des titres bien précis. Et puis, progressivement, mon capital est arrivé parce que tu sais, tu ne vends pas tout d'un coup. Hein. Quand tu switches et que tu vends un capital, il faut bien te laisser 2 à 3 ans pour tout convertir. J'ai réussi à tout faire en 2 ans. J'ai bien bossé. Et derrière, j'ai continué mes recherches. J'ai continué à chercher une formule plus puissante, une formule qui ressemble un petit peu plus à une forme d'entrepreneuriat, une formule dynamique d'investissement. Et je suis arrivé sur les options. Et en fait, les options, il y a énormément de manières de les utiliser, mais il n'y a pas 36 000 stratégies. Et pour l'instant, il y a un voile obscur qui plane sur les options. On se dit, c'est un truc de spéculateur, c'est complexe, c'est réservé aux professionnels. Tout ça, c'est des choses qui sont à dégager. Ça, c'est des choses il faut aller regarder derrière. Et en fait, on va s'en donner une petite définition toute simple pour voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Les options, ça fait partie de l'univers de ce qu'on appelle les produits dérivés. Et dans l'univers de la bourse, tu as 3 grandes catégories. Tu as les actions que tout le monde connaît, des parties d'entreprise. Tu as la dette, c'est les obligations, c'est la dette des entreprises. Elles se financent grâce à ça, comme quand tu fais un prêt bancaire pour financer ton immeuble. C'est comme si la banque te donnait des obligations. Elle a un rendement pour ça. Elle prend le taux d'intérêt qui est son rendement obligataire sur ton petit immeuble. Et à côté de ça, il y a les produits dérivés qui sont une assurance. Et en fait, ce terme, il est vachement important à comprendre parce que c'est une assurance sur le prix de ce que tu vas acheter. Quand tu achètes une option, c'est un contrat qui a une durée où tu dis « je veux acheter un lot de telle société » dans le futur, à une date précise. Et pour ça, tu vas payer une somme pour avoir la garantie que tu vas obtenir ce lot dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, à ce prix-là. Voilà. Une fois qu'on sait ça, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec de l'imagination autour de ces produits-là. Il y a énormément de stratégies qui existent et il n'y en a pas 36 000 qui sont très performantes. Donc, concrètement, quand je dis c'est pas compliqué, il n'y en a que 2 des types d'options. Hein. Donc, on ne va pas y passer des heures. Hein. Il y a ce qu'on appelle les calls, qui sont un droit d'acheter un produit dans le futur. Donc, une action, par exemple, je veux acheter du Apple à $250 dans 6 mois. OK, je prends un call dans 6 mois sur Apple à un prix qu'on appelle le strike de $250. OK, ça, c'est un call. À l'inverse, je me dis, telle société, ce n'est pas une bonne boîte, elle va baisser. Je vais prendre la position inverse qu'on appelle un put. Un put, c'est un droit de vendre dans le futur à un prix donné. Et toute la baisse, c'est ton gain.
alors que dans un call, toute la hausse, c'est ton gain. Ok ? Tu joues là, quand tu fais ça, un scénario et tu as pris une assurance. Pourquoi faire ? Tu vas me dire, pourquoi je ne les achète pas en direct ? Parce qu'en fait, avec une option, tu ne prends pas le risque de marché. Tu n'as pas la position avant l'échéance si ton scénario ne s'est pas réalisé. Donc, tu ne vas pas prendre la perte. Ta perte, elle est connue, c'est la prime que tu as payée. Tu vois, c'est ça qui est très intéressant. C'est en ça que tu back ton capital. Hein, voilà, tu te protèges grâce à ça. Et en fait, l'univers des options, il n'est pas non plus si complexe que ça. La couche de complexité que je rajouterais par rapport à ça, c'est que là, je t'ai présenté un scénario très simple où tu achètes. Tu achètes un droit d'acheter ou tu achètes un droit de vendre. Tu peux faire l'inverse. Tu peux être un assureur et tu peux les vendre. Tu peux vendre un droit d'acheter ou vendre un droit de vendre. OK ? Bon, alors ça, c'est des stratégies, bien sûr, qui nécessitent de se former un petit peu. Mais en fait, si toi, tu es un assureur, tu produis un service et tu es payé pour ça. Et c'est en ça que tu peux générer des revenus supplémentaires dans ton portefeuille. Voilà, quand tu comprends ce que tu fais, bien sûr, il y a une logistique à mettre derrière. Hein. Mais ça te permet d'être producteur, en fait. Tant que tu es consommateur, que tu achètes, tu passes pas ce plafond de verre où tu joues des scénarios et tu prends le risque en capital parce que tu es investi dessus. Avec une option, tu n'as pas le risque en capital. C'est si ton scénario il marche, là, tu as toute ta plus-value. Donc, pour reprendre ton exemple, par exemple, moi, je suis un investisseur. Là, j'achète une option, donc un call sur Apple, comme tu as dit. Ouais. Apple, actuellement, est à $237. Je dis que dans 2 mois, je veux l'acheter à $237. Je paye une prime de risque maintenant. Et si dans 2 mois, Apple est à beaucoup plus que $237, au moins, j'ai eu le gain sans prendre le risque de marché. Ouais. Et si Apple n'est pas à $237 et en dessous ou tel, j'ai juste perdu, entre guillemets, ma prime que j'ai payée. Oui, ce qui me permet de ne pas courir le risque de marché si je l'avais acheté à 237 directement. C'est ça. En fait, tu as été OK avec le fait de dire je ne risque que ça de capital. Je risque que cette petite prime, ce $3 par action. C'est tout ce que je risque. Pas plus. Voilà. Et là, le risque est beaucoup moins grand parce que si tu as une chute, s'il y a un problème sur la société, tout ce que tu ne peux pas savoir à l'avance, tu n'as pas pris le risque. Et pour que les gens comprennent, de base, on comprend à quoi servent les actions pour les marchés financiers, acheter les parts d'entreprise, les obligations, etc. De base, à quoi ça sert les options ? Qui c'est qui les utilise ? Dans quel cadre de base on utilise les options ? Comment les grands institutionnels, les banques, etc. peuvent les utiliser ? Alors, aujourd'hui, et c'est encore vrai, tu as 90% des utilisateurs des options qui sont les institutionnels, les grands fonds d'investissement, les grandes banques. Okay ? C'est eux qui maîtrisent, entre guillemets, et encore pas toujours, on verra que c'est discutable, qui maîtrisent cet outil-là et qui s'en servent. Tu as un peu moins de 10% de grands investisseurs, comme Warren Buffett, il a déjà utilisé des options, ce n'est pas un enfant de cœur non plus, il sait maîtriser les produits dérivés, il l'a déjà fait. Son mentor aussi l'a déjà fait, Benjamin Graham, il a réussi à vendre des stocks en vendant des futurs. Les futurs, c'est un produit dérivé qui a la même mécanique que les options. Pour se baquer, il a dit « Ok, j'entre dans le deal, la boîte, elle a du stock, mais je veux être sûr de les vendre à ce prix-là. » Donc, il a utilisé des futurs. Donc, voilà, les grands investisseurs, ils maîtrisent ça, ils les connaissent. Et aujourd'hui, et c'est un petit peu mon travail, notamment avec ma chaîne, c'est de démocratiser cet outil pour dire, et puis parce qu'il y a de plus en plus de particuliers qui veulent savoir les utiliser, de dire « C'est pas réservé aux pros. C'est pas si compliqué que ça. Oui, il faut se former pour pas faire n'importe quoi parce qu'il faut savoir calculer ses tailles de position, savoir où on va et ce qu'on fait, comment on se couvre. Mais c'est accessible. Et c'est assez facile. Moi, je le fais tous les mois. Ma mécanique, elle est rodée. Je réfléchis même plus à ce que je fais. Mes boîtes sur lesquelles je tourne, c'est du par cœur. Et en fait, je m'ennuie aujourd'hui. Mais c'est bien. Quand tu t'ennuies et que tu n'es pas dans l'émotion, c'est que tu es efficace. Et ça, c'est très puissant, en fait, de répéter une dynamique efficace. C'est comme d'avoir une boîte, de faire la même chose. On s'ennuie un peu, mais par contre, ça marche. Voilà, c'est bien. En fait, j'invite les gens à tomber dans l'ennui. Avec Internet, on a envie d'un truc qui brille tout le temps. Mais en fait, maîtriser quelque chose, au bout d'un moment,
c'est bien, on sait le Oui. faire, mais on n'a plus besoin d'y passer autant de temps. Et puis, il n'y a plus l'impact émotionnel. Et ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Du début. Mm. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ta stratégie donc aujourd'hui et pour qu'on visualise quelle est la répartition de ton portefeuille en bourse entre actions, potentiellement est-ce qu'il y a encore Oui. des ETF, Ah oui. obligations, Oui. or ou je ne sais, et comment tu utilises les options dans tout ça? Alors, à la base, moi, je suis un stock picker. J'aime bien choisir ce que j'achète et je priorise les actions. C'est mon biais philosophique sur la bourse. Mais si on regarde sur l'échelle du temps long, et je ne suis pas le seul à le dire, ni le premier d'ailleurs, les actions, c'est ce qui a la meilleure performance. C'est juste que si tu rentres sur ce type de produit, tu vas devoir vivre la volatilité. OK. Et en fait, c'est pas si grave que ça de vivre la volatilité sur un portefeuille. Comme je le dis toujours, l'argent est un flux et pas un stock. C'est pas des pièces d'or dans la caverne de Picsou. Il varie en valeur et en quantité, l'argent, mais il n'est pas stable. De toute façon, avec l'inflation, celui qui a un peu compris le mécanisme, il va comprendre que son argent, s'il le laisse comme ça à rien faire, il va le perdre. Celui qui a un peu compris. Parce que malheureusement, la plupart des gens qui sont en bourse, dès qu'ils voient que ça chute, ils se disent mince, ça ne reviendra pas en arrière, je vends tout. Ouais, voilà, c'est une erreur de débutant classique, ça. Oui. Oui, non, c'est pas facile, il faut développer un mental. Mais mes clients, ils l'ont bien compris. J'ai toute une partie mindset qui est très importante en bourse, dans ce que je leur explique parce que si tu n'es pas formé, tu vas faire des très grosses bêtises. Et il ne faut pas faire des grosses bêtises en bourse. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être long terme. Donc, ma base philosophique, c'est les actions value de long terme. Okay, je dois avoir 40 à 50% de mon portefeuille qui est sur des positions diversifiées géographiquement et sectoriellement pour avoir un portefeuille antifragile. Un truc solide. Action value qui est notamment la philosophie prônée par Warren Buffett, qui est de toujours garder une marge de sécurité entre le prix intrinsèque de l'action et le prix réel de l'action. Oui, j'ai quasiment pas de société de croissance. C'est pas mon biais. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est pas mon biais. Voilà. Moi, j'aime bien me dire, demain, si la boîte elle a un problème, elle vaut toujours quelque chose. Et dans le pire des cas, au prix où je l'ai acheté, elle finira par valoir ça. Voilà. Ça, c'est important pour moi parce que y a plusieurs choses. Il y a que je vide la bourse complètement, donc je veux pas voir partir mon capital en fumée. J'ai mis quand même une quinzaine d'années à le construire. On n'a pas envie de le voir disparaître. Parce que j'embarque avec moi aussi ma famille dans ce scénario, donc j'ai une responsabilité que je ne veux pas voir disparaître. Donc mon biais value, il est logique étant donné la personne et l'investisseur que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est bien. Après, pour faire du rendement, mais en fait, si tu fais du stock picking, tu vas faire des rendements qui vont, si tu es bon, 15% par an en moyenne. Vraiment, si tu es bon et que tu répètes tous les ans et que tu sais bien ce que tu fais. OK. Moi, je me suis dit, la bourse, peut-être qu'il y a une manière d'utiliser les produits financiers pour aller plus loin, pour aller chercher de la surperformance. Parce que les intérêts composés, OK, c'est bien, mais c'est pas avant 20 ans. Dans 20 ans, on sera mort. Hein. Dans 20 ans, il sera passé plein de choses. Dans 20 ans, notre vie, elle aura changé. Donc, si tu veux aller plus vite, il faut aller sur d'autres stratégies. Et peut-être des niches qui sont moins accessibles à monsieur et madame tout le monde. Des choses où il y a une barrière à l'entrée parce qu'il faut comprendre quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, ce que je dis aux gens, ce que je dis à mes clients, ce que je dis sur ma chaîne Options et Liberté, c'est d'expliquer que en fait, la barrière, elle n'est pas si haute que ça. Et qu'en se formant un petit peu, on peut réussir à aller choper ce que font les professionnels et parfois même le faire mieux qu'eux. Parce que les professionnels, ils ne surperforment pas toujours les marchés. Non, pas du tout. La plupart du temps, non, d'ailleurs. Oui, la plupart du temps, non. Sur les 40-50% du coup en action, c'est principalement des large caps ou est-ce que tu es aussi sur le small cap, mid cap J'aime bien le small cap value parce que, comme le dit un de mes amis, Rémi de Truchy, qui est passé sur cette chaîne. Que je salue, un éléphant ne galope pas. Si tu veux de la performance et que ça aille vite, c'est pas sur les gros mastodontes américains que tu vas faire de la surperformance et aller beaucoup plus vite. C'est forcément là où tu as un avantage. Et là où tu as un avantage, c'est plutôt sur le small cap value. En tant que particulier, parce que quand tu as beaucoup de patrimoine, il va y avoir à un moment un problème de liquidité, il faut quand même en être conscient. Mais pour des portefeuilles qui sont d'une taille modeste,
c'est là que tu as toutes tes armes à faire. Et sur ces 40-50% d'actions, qu'on se rende compte, ça représente combien d'entreprises? Je suis juste d'accord avec la théorie c'est Markovitch, je crois, qui dit ça, qu'un portefeuille efficient, au-delà de 20 à 30 positions, tu fais la performance moyenne du marché, tu vas plus surperformer. Oui, voilà, tu fais un ETF, c'est bien, mais moi, je préfère aller chercher mes aiguilles qui surperforment et puis en avoir entre 15 et 20. Ok. Donc, tu as 40-50% sur les actions et le reste, ensuite, c'est... des liquidités pour mes options. En fait, 60% de liquidités pour les options. Oui, parce qu'en fait, avec les options, pour les utiliser sans effet de levier, sans spéculation, il faut de la couverture. Et ma liquidité, c'est ma couverture. C'est ce qui me permet de ne pas utiliser d'effet de levier pour générer des performances supérieures. Ok. Voilà. Très clair. Et donc, comment tu articules ça? Donc là, tu as tes 40% d'actions, tu as tes liquidités pour les options que peut-être, je sais pas, tu as en liquidité ou en fonds monétaires ou autre. Et quelle est la stratégie? À quel moment tu places tes options et dans quel cadre? Alors, moi, c'est très régulier, c'est tous les mois. Ok. Tous les mois, je place des positions. Il m'arrive de jouer sur différentes temporalités aussi, parce que les options, ça sert à ça. Ça sert à décaler à plus tard une stratégie, un scénario. Tu vois, pas forcément le réaliser aujourd'hui, ou profiter d'un momentum particulier, soit une dépréciation du marché, soit un marché très haut et exagérément haut. Tu peux prendre des positions long terme par rapport à ça. Donc, majoritairement, c'est tous les mois. Je place mes options. Je répète une mécanique simple, c'est toujours la même. Un peu comme un DCA en ETF au final. Ouais, oui, c'est ça. C'est comme un job. J'y passe une petite demi-heure par semaine maximum. Des fois, je fais rien du tout parce qu'il n'y a rien à faire. C'est une affaire de patience au final. Et puis, quelques positions plus long terme pour tenter des scénarios. Tu vois, j'aime bien essayer quand même, garder de la curiosité pour aller vers de nouvelles choses, pour tester des idées sur des convictions fortes. Tu vois, par exemple, quand j'ai vu le cours de l'argent qui a explosé très fort, je me suis dit, il faut que j'apprenne à utiliser les futurs parce que là, pour moi, c'est surévalué. Et en effet, on a tapé les 120. Le cours a tapé les 120 et aujourd'hui, on est déjà redescendu à $80. Et voyant ça, je me suis dit, là, il faut que j'essaye une nouvelle formule. Ne serait-ce que pour tester le scénario. Et c'est pas très grave si je perds ma prime, mais au moins, je teste une idée où je suis convaincu qu'on est allé trop vite, trop haut, trop fort. Donc au final, avec les options et futurs, et ces 60% de liquidité, tu as toujours des hypothèses que tu vas bien sûr, j'imagine, faire des recherches dessus, sur le contexte macroéconomique, sur les actions, leur performance par rapport au secteur, etc. Ouais. Et tu vas placer sur du plus ou moins court, moyen ou long terme tes options chaque mois en fonction de tes hypothèses que tu as déterminées. Oui, après, c'est un peu toujours la même chose. Je tourne autour de valeurs qui ne bougent pas beaucoup. Et c'est ce qui se passe la majorité. C'est le constat que je fais en fait sur toutes ces années d'expérience en bourse, c'est que la majorité du temps, il faut le reconnaître, en bourse, il ne se passe rien. Alors comment on gagne de l'argent quand il ne se passe rien? On tourne autour en fait. On tourne autour de ces sociétés hyper stables, avec un chiffre d'affaires qui est toujours le même ou qui augmente très doucement et sur lequel en fait, tu peux gagner de l'argent. Voilà. En fait, dans la vie de tous les jours, ok, il ne se passe rien, tu peux quand même faire de l'argent sur ce moment où il ne se passe rien. Voilà, donc ça, c'est la base. Là, quand je te parle des futurs, ça, c'est juste un test de scénario. Peut-être que ça va donner quelque chose. Là, je suis déjà en gain sur la position puisque je suis allé le chercher très haut et puis il est déjà descendu. Je patiente encore. Je pense qu'il a encore un potentiel de baisse. Et puis, je clôturerai la position au moment où ça me semblera le plus opportun, le plus fort. Mais voilà, ça permet de ne pas prendre le risque d'exposer. Tu vois, je me suis surtout pas j'ai surtout pas ce qu'on appelle shorter le marché, c'est-à-dire acheter à découvert quelque chose, parce que si ça monte encore, là, je prends tout le risque et toute la perte, et la perte est infinie. Là, ça, tu peux te faire avaler un portefeuille complètement comme ça. Voilà, les options, elles servent à ça. Les produits dérivés, ils servent à ça. Ne pas risquer le capital. Ouais, prendre des assurances sur les assurances. Voilà. Tu as mentionné les options avec les calls et les puts, mais du coup, les futurs, c'est les longues et les shorts. Tu peux expliquer brièvement la différence pour... En fait, non, c'est la même structure. Et c'est en ça que je dis aux gens, franchement, c'est pas si compliqué. Les produits dérivés sont bâtis sur la même structure, sur un modèle théorique qui s'appelle le modèle Black-Scholes. Je ne rentre pas dans le détail. C'est des dérivés. Mais même les paris sportifs
sont construits sur la même structure que les options. Tu vois, pourquoi est-ce qu'à un moment, un pari est plus cher qu'à un autre moment? Il s'est passé quelque chose dans le match de foot là, pour que le pari ne soit pas le même. En fait, c'est les probabilités pour redonner la parité entre les acheteurs et les vendeurs qui a bougé. Ça, plus la valeur temps qui s'érode. On arrive vers la fin du match, on sait à peu près qui va gagner. Donc, tous les parieurs qui ont parié sur le gagnant, eux, ils sont gagnants. Donc, leur pari coûte temps. C'est pareil avec les options. Et pour revenir sur ta question, les options, ça concerne comme sous-jacent les actions. Quand tu prends une option, c'est que tu vas acheter un lot d'actions ou vendre un lot d'actions. Okay. Les futurs, c'est plus orienté sur les matières premières. Okay. Voilà. Mais bon, il y a des multiples, donc il faut savoir un petit peu ce qu'on fait quand même. Et est-ce qu'avec ta stratégie aujourd'hui, tu te considères plus comme investisseur ou comme trader pour que on puisse, Alors, combien de temps ça te prend à gérer d'ailleurs en même temps, ça peut être... Ouais, je vais répondre à cette question aussi. Alors, de manière définitive, je suis investisseur long terme. Parce que dans ma pratique, je suis toujours positionné à l'achat. D'accord. Tu vois, buy and hold. Voilà. Buy and hold ou plutôt rotation d'actifs, je dirais aujourd'hui. Si tu veux être un peu plus adapté à ce monde qui bouge, c'est pas le monde de Benjamin Graham quand il a commencé son activité. 60% d'obligations et 40% d'actions. Ça, pour moi, c'est une image du passé. Le monde est beaucoup plus rapide aujourd'hui et beaucoup moins stable que les business de l'époque. Donc aujourd'hui, je te dirais, il faut circuler d'un actif à l'autre le plus rapidement possible ou savoir conserver la valeur que tu as identifiée. Toi, tu peux faire du buy and hold très longtemps. J'ai des boîtes, je ne les vends pas, je les garde. Et elles font un fonds de portefeuille très solide. Mais bon, d'une manière générale, je dirais qu'aujourd'hui, si la philosophie du value, elle doit basculer un peu, c'est là-dessus. Elle doit se dire, en fait, je peux pas me dire je fais tout buy and hold sur mon portefeuille. Je vais faire des rééquilibrages. Je vais peut-être sortir de position. Peut-être que des fois, je vais prendre ma perte parce que ce que j'ai identifié n'est plus valable. Mon scénario n'existe plus. Voilà. Je pense que aujourd'hui, de toute façon, il faut être un petit peu actif pour que ça fonctionne bien. Ou tu achètes de l'ETF et tu as un nettoyage automatique. Ok, mais ça, c'est un autre délire. Quelle était ta question? Combien de temps ça te prend à gérer du coup? Ouais, combien de temps ça me prend? Eh bien, la majorité, je regarde toujours tous les jours ce qui se passe pour savoir si j'ai une opportunité, si par rapport à mes positions, je dois les clôturer parce que j'ai des gains à prendre ou si je dois attendre. Donc, je regarde ce qui se passe dans la journée. Ça me prend 2 minutes maximum, le temps de faire le tour. Puis, j'aime bien. C'est une passion. Et puis, si je dois intervenir lourdement sur mon portefeuille parce qu'il y a beaucoup de choses à faire tout d'un coup, je peux y passer jusqu'à 40 minutes, mais j'ai 4 portefeuilles à gérer. Ok. Tu vois, j'en fais pas un seul. Donc ça reste raisonnable encore. Ça reste raisonnable par rapport à un job pour faire des performances qui vont jusqu'à 35% annuel, ça va. Ça reste... C'est ton rendement cible, à peu près, 35% annuel Moi, c'est ce que je fais depuis ces dernières années, à peu près, ouais. Ok. Je pourrais faire plus, mais comme je le dis, je vis de la bourse, mais je retire de l'argent tous les mois. Donc, mon capital, il n'augmente pas aussi vite. Donc, j'investis avec une poche qui grossit moins vite que si je ne retirais pas de capital. Donc, ma performance fin d'année, elle pourrait être plus forte si je ne retirais pas de l'argent tous les mois dans le portefeuille. Parce qu'à mesure qu'il avance, à mesure que ma surface financière prend de l'envergure, je peux prendre des positions de plus en plus grosses. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi en termes de levier pour utiliser les intérêts composés. C'est qu'il avance tous les mois, et tous les mois, tu as un peu plus d'espace, un peu plus de surface financière. Ok, très clair. Si on prend un exemple un peu concret, moi par exemple, imaginons, je suis quelqu'un qui nous écoute, j'ai déjà mon épargne de précaution, j'ai déjà un peu investi, et là j'ai 10 000 € que je souhaitais investir, et je me dis pourquoi pas les options. Tu ferais quoi avec 10 000 € pour commencer dans les options, toi, de ton côté? La même chose que ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'est pas une question d'échelle. Donc on peut tout faire avec 10, 100, 500... Ouais, on peut démarrer avec 10 000 € et aller sur les options. L'important, c'est de bien équilibrer. Tu vois, je t'ai dit entre 15 et 20 positions sur un portefeuille long terme. Ça va être une logique qui est assez similaire avec les options. Je ne vais pas faire un all-in pendant un mois sur une seule position. Je vais les équilibrer aussi. Je vais prendre entre 6 et 10 positions pour avoir un équilibre d'investissement.
D'accord? Parce que ça m'arrive de me tromper, évidemment. Si je me trompe, le reste doit compenser l'erreur qui a été faite. Voilà. Donc, pareil, tu as 10 000 euros. OK, très bien. Et ben, tu peux commencer à utiliser les options avec 10 000 euros et tu vas pouvoir générer à peu près 200 à 250 euros par mois avec ça. Toi, donc, je te laisse faire les calculs. Tu as 20 000 euros, bah, tu fais 400 à 500 balles. C'est comme si tu avais un studio dans une grande ville en France. Tu reçois un loyer, en fait, l'équivalent d'un loyer. Donc, tu peux vivre assez vite avec relativement peu de capital. Alors, relativement peu, c'est une question d'échelle, hein, mais tu peux vivre assez vite et sortir un salaire. Avec 100 000 euros, tu as un salaire. Hein. Ouais. Tu vis avec 2 à 3 000 euros par mois. Et ce sera quoi ta méthode pour positionner sur les options une fois que j'ai mes actions, que j'ai mes 15-20 actions, je vais tout le temps me renseigner donc, sur le contexte, le secteur, les annonces géopolitiques pour dire là, il faut que je passe un call, un put, etc. sur chaque action, ça? Bah, la première étape, c'est de comprendre ces produits-là, de comprendre ces produits dérivés. C'est déjà de se former un petit peu pour comprendre la mécanique. Une fois que tu l'as compris, en fait, tu vas naturellement adapter au scénario que tu as en face de toi, à ce que tu vois. Tu vas le faire instinctivement. Et après, tu vas choisir une stratégie. Tu vas t'arrêter sur quelque chose que tu maîtrises bien. Et comme toujours en bourse, quand tu fais des trucs hyper compliqués, en général, c'est pas comme ça que ça marche le mieux. Et plus tu fais des choses simples, mieux ça marche. Okay. Tu vois, moi, j'en ai que 2 des stratégies qui sont hyper simples. Et c'est ça que je répète. Et quand je m'en écarte un peu et que j'essaye des nouveaux scénarios, la plupart du temps, je ne les réussis pas. Voilà. Mais c'est bien, hein. Je trouve qu'il faut rester ouvert, il ne faut pas être obtus sur une seule façon de faire et il faut aller découvrir d'autres univers. Mais toujours d'une manière raisonnable et mesurée. Quand tu testes un truc, si tu veux te mettre à la crypto, tu ne fais pas all-in sur la crypto. Hein. Ouais, bien sûr. Tu y vas doucement. Hein. Et du coup, j'ai 2 questions qui me viennent par rapport à tout ça. Tu estimes que c'est quoi le seuil minimum en termes de cash, de capital pour commencer les options? Est-ce qu'en fait, dès 100 euros, je peux commencer ou est-ce qu'il y a une barrière? Et 2, tu as mentionné 2 stratégies. Tu peux nous donner un exemple d'une de tes stratégies, Ouais. toi, de comment tu fais? Bien sûr. Je pense que en dessous de 10 000 euros, c'est compliqué d'utiliser les options. Ok. Voilà, il faut le savoir, c'est quand même réservé à un capital qui est relativement conséquent. Mais après, il y a plein de gens qui ont beaucoup de capital et puis qui ne savent pas comment le regarder pour se dire tiens, en fait, il pourrait me rapporter tant. Voilà. Et puis, ta deuxième question, c'était les stratégies. Alors, j'en explique une très rapidement. Ouais. Une toute simple et qui est hyper connue, ce qu'on appelle le covered call. C'est tu as un call qui est couvert, traduction littérale. Tu possèdes un lot d'actions. Par exemple, je ne sais pas, tu as acheté du Coca-Cola. Il est à $80. Tu as 100 actions Coca-Cola à $80. OK. Et tu vas dessus vendre un call pour recevoir la prime. Donc, ça veut dire que tu vends un droit d'acheter. Si tu vends un droit d'acheter, c'est que tu vends ta position à tel prix dans le futur pour être crédité directement de ta prime. OK. Donc, tu reçois la prime sur ton compte de courtier tout de suite. Tu peux la réinvestir tout de suite. Et dans le futur, 2 scénarios possibles. Soit le cours est passé au-dessus, tu as dit que tu vendais, donc tu vends. Donc, c'est pas grave, tu étais couvert, tu as tes positions, tu as tes 100 actions Coca-Cola, tu les vends. Tu étais OK avec ça dès le départ, tu as gagné ta prime. Soit le cours est un petit peu en dessous et tu n'es pas assigné, donc tu n'es pas obligé de la vendre puisque le scénario ne s'est pas réalisé. Tu conserves ta prime et tu peux recommencer ton covered call le mois d'après. Tu vois? Okay. Et tu fais ça sur les actions assez stables, de cette façon, tu évites le fait qu'il y en ait une qui puisse chuter drastiquement. Oui, avec une stratégie comme ça, en fait, il est où le risque? Le risque, c'est le risque de la société, mais la société, elle vaut quelque chose. Voilà, et dans le pire des cas, elle va être dépréciée un moment, mais c'est pas grave, tu rebalanceras un covered call dessus, et puis tous les mois, tu vas être crédité de la somme de ta prime. Et tu augmentes le risque quand même quand tu es sur les small caps, où là, le potentiel de croissance est plus haut, mais la volatilité peut être encore plus... Alors importante. oui, là, il faut faire gaffe à la volatilité. Okay. J'aime bien les sociétés qui ont un cours très stable pour ça. Et puis, sur les produits dérivés, il y a énormément de liquidités dans le marché. Un jour, un de mes clients me disait, mais si on a 1 million de patrimoine, on peut encore faire ça? Je lui dis, mais en fait, si tu as 100 millions de patrimoine, tu peux encore faire ça. Hein.
le marché est tellement liquide, on n'imagine pas la profondeur de ce marché, mais c'est énorme. Même avec beaucoup de capital, tu peux encore faire ça. Donc tu peux avancer très très loin. Il y aura un plafond de verre, mais avant de l'atteindre, tu seras déjà une des plus grandes fortunes françaises, voire américaines. Donc rassurez-vous là-dessus. Ouais, surtout avec les institutionnels qui jouent pas dans le même cours en termes de... Oui, eux, les volumes, c'est des très gros volumes. Oui, voilà. Donc ça, tu peux le faire très longtemps. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire par rapport à ça. Notre question, c'était, rappelle-moi. De base, c'était juste le détail de ta stratégie. Ouais. Oui, en fait, tu répètes l'opération un certain nombre de fois et jusqu'à ce qu'un scénario se réalise. Si tu es obligé de vendre, tu patientes et tu retournes sur ta société. Et c'est pas grave, tu vois. Voilà. Bon, ça, c'est des stratégies qui sont simples, qui sont accessibles facilement. Il n'y a pas besoin de se former pendant 2 ans là-dessus. En une dizaine d'heures, c'est bon, tu es opérationnel. Et puis, tu peux générer des revenus, des rendements exceptionnels. Et quel niveau de risque tu estimerais à ta stratégie actuellement ? Après, ça dépend évidemment beaucoup des connaissances, ta gestion des émotions, etc. Mais... Et comment gérer ce risque pour que quelqu'un se rende compte. Toi, par exemple, sur une position, c'est combien le plus gros que tu es perdu pour que quelqu'un se rende compte de ce qu'il doit accepter pour pouvoir se lancer dans ce type de stratégie ? Ah oui, la vision sur la perte, c'est bien. En fait... Quelle tolérance il faut à la volatilité, au risque Dans les plus grosses bêtises que j'ai pu faire, et vous en ferez peut-être aussi, je vous le souhaite pas, mais c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à aller chercher de l'information avant et regarder les bêtises des autres avant de faire ses propres bêtises. Dans les plus grosses bêtises que j'ai faites, j'ai pu perdre peut-être 5%. Okay. Donc c'est rapide. Mais face à 35% annuel, au final, c'est vite absorbé. Okay. Tu vois, c'était pas si grave que ça. Ok. Voilà. Et la véritable question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de crash ? Ouais. En fait, parce que ça n'épargne personne. En fait, si tu n'utilises pas d'effet de levier comme je le fais, en cas de crash, tu fais comme tous les grands investisseurs. Rien. Tu ne bouges pas et tu patientes. Parce que quand le marché se fait avaler, quand tout le monde essaye de sortir en même temps par la même porte qui a toujours la même taille, que tu vois des bougies qui plongent, en fait, c'est juste pas grave. C'est l'émotion du marché. Tu vas acheter tes positions et c'est OK. Parce que tu as en face ce qu'il faut pour les acheter. Donc, c'est pas grave. Tu vas juste devoir patienter. Et les marchés, ils se reprennent toujours très rapidement. En 6 à 8 mois pour les crashs importants, aujourd'hui, ils sont repartis, les marchés. Ouais, parce que tout va beaucoup plus vite, c'est plus comme avant. Ouais. Oui, puis parlons d'un exemple réel. Tu vois, quand il y a eu les renégociations des droits de douane de Trump en avril, moi, j'ai pas arrêté mon activité. Il y a 25% qui sont partis tout d'un coup. J'ai juste pas paniqué. C'était pas la première fois que j'en voyais un de crash. Et le mois d'après, je ressortais de l'argent et je continuais. Il y avait beaucoup d'opportunités d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, il y a avoir acheté des belles actions. Mais il y en avait avant aussi, tu vois. Avec les options, le marché a vraiment fait l'autruche. Et je pense qu'il y a quand même quelques institutionnels qui ont été malins et qui ont pris des puts en se disant là, le 4 avril, il peut y avoir un crash. Donc, dans le pire des cas, on va mettre un petit billet sur un put, on va payer une prime. Par contre, il y a un potentiel de gain. Et un certain nombre l'ont fait. Ils ont pris toute la moins-value en plus-value, puisque c'est un put. Donc, pour eux, toute la baisse, c'est un gain. Et ils ont rebalancé ces liquidités dans le marché. Ils ont racheté une fois le crash passé. Voilà, donc les options, ça permet ça. Et ils n'ont pas été en risque. Ils ont juste compensé leurs pertes par un put. Pour quelqu'un qui voudrait investir en options et bien le faire, tu penses à quel degré il doit s'intéresser du coup à la vie des entreprises qui détient en portefeuille et globalement au contexte qu'il y a autour, que ce soit macroéconomique, etc. Jusqu'à quel degré ça a une vraie importance, parce qu'on comprend que quand même il y a des anticipations aussi géopolitiques, etc., économiques. Et comment toi tu fais par exemple pour ça ? Est-ce que tu te tiens au courant régulièrement Oui, alors on fantasme beaucoup sur le niveau de connaissance qu'il faut avoir. Tout à fait. Mais en fait, si tu as déjà lu un petit peu les bouquins généraux sur la finance, tu vas vite comprendre que l'histoire, elle se répète
et que c'est toujours le même scénario qui se passe et que c'est la panique qui fait perdre de l'argent et pas le fait de ne pas avoir agi. Tu vois, comme on parlait du crash tout à l'heure, quand il y a un crash, si tu fais rien, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Mais il faut avoir la discipline pour ça. Ensuite, quel niveau d'investigation il faut avoir sur les sociétés? Mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher des informations hyper pointues, hyper compliquées. Et même tout ce qui est gratuit en termes de data, tout ce que tu peux recevoir en allant sur Yahoo Finance, sur les sites d'information où tu as les états financiers, ça te suffit en fait. Tu as une quinzaine de critères, c'est bon. Tu vois que les chiffres sont là. Tu te poses 2-3 questions sur la boîte, comment elle gagne de l'argent, tu la comprends, c'est parti. Il n'y a pas à réfléchir non plus 36 heures sur une boîte. Si tu la comprends pas, il faut avoir la sagesse de le reconnaître et de dire bon, je ne comprends pas le business model. Tu vois, moi, la tech, je ne la comprends pas bien, par exemple. C'est vraiment pas mon biais. Je comprends qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec la tech, mais moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, j'en ai très peu en portefeuille. J'en ai quand même parce qu'il faut être équilibré, il faut avoir de tout dans un portefeuille pour qu'il soit solide, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, tout simplement, j'en fais quasiment pas. Voilà, les gens, en fait, qui font du stock picking, qu'ils le sachent ou pas, ils font toujours ça. De toute façon, ils vont aller vers ce qu'ils comprennent. Indirectement. Ouais. Ok. Et il y a une autre question qui vient forcément en tête, c'est du coup sur, on va dire plutôt le pratico-pratique. Pour cette stratégie, donc tu utilises un compte titre, puisque tout ce qui est PEA, assurance vie, forcément, on n'a pas du coup accès à toutes les possibilités de la bourse, notamment les options, les futurs. Pas tous les produits financiers. Non. Et donc, tu es sur compte titre, j'imagine Interactive Brokers. Pour cette stratégie, il n'y a que lui en général qui. C'est le plus gros. En fait, ouais. Non, c'est pas le seul, pour être honnête. Mais c'est le plus solide, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est celui qui, de tous les courtiers, a le plus de produits. Ouais. Donc si un jour je me dis tiens je veux utiliser un autre produit dérivé, je veux tester autre chose, un autre produit financier, je suis sûr que je vais l'avoir sur Interactive Broker. Ok. Voilà, j'ai pas d'affiliation avec eux, je touche pas d'argent pour le dire. Sûr. De toute façon, on le dit toujours que sur la chaîne aussi que quand on est sur de l'investissement vraiment plus actif, Interactive Broker en général c'est la référence chez les banques d'affaires, les traders, etc. Ouais, et après sur du long terme plus passif, ETF ou autre ou action, vous avez d'autres alternatives. Mais quand on veut vraiment aller chercher tous les produits, etc., c'est vrai que... Ouais, puis tous les amis aussi que j'ai invités à faire de la bourse et que j'ai un petit peu formés, je leur ai dit, mais perds pas ton temps à aller apprendre une autre plateforme. Va tout de suite là où tu auras le plus potentiel de développement. Tu vas apprendre d'autres choses, tu vas apprendre d'autres pratiques, donc perds pas trop de temps. Il y en a d'autres qui sont bien aussi, hein. Je ne dis pas le contraire, c'est juste je ne les connais pas. Okay. Donc je me suis juste focalisé sur ce que je connais et quand j'en parle, je passe par ce biais-là. Hein, je montre mon portefeuille réel, hein, je monte sur la plateforme Interactive Broker quand je fais une démonstration pour montrer la prise de position, ce genre de choses. Ok. Voilà. Mais ce n'est pas un conseil en investissement, vous êtes libre de vos choix. Hein. Évidemment, toujours. Et en termes de fiscalité, est-ce que tu investis un compte titre en ton nom ou est-ce que c'est un compte titre en société vu que... Alors, les deux, mon capitaine. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, des portefeuilles principaux, j'en ai 4. Je gère aussi celui de mes proches. Mais j'ai en société parce que la fiscalité peut être intéressante, parce que les revenus jusqu'à un certain niveau sont intéressants. Et j'ai en compte propre aussi pour avoir le meilleur des deux mondes, pour pouvoir sortir ce que je veux quand je veux de cette poche-là. Donc il y a les deux. Et puisqu'on parle de la fiscalité, que c'est un sujet qui passionne les Français, ils adorent ça, on va répondre tout de suite. C'est une flat tax tout simple sur toutes les plus-values et les options génèrent des plus-values, tout simplement. Et puis en pro, c'est une taxe à 25% sur le standard quand on est à l'IS. Hein. Voilà. Parce que du coup, forcément, à chaque fois que tu fais tes ajustements, tes arbitrages, etc., sur compte titre, tu es soumis à la flat tax directement sur tous tes arbitrages. Est-ce que ça rajoute pas un peu de friction aussi dans tes investissements ? En fait, il faut juste l'inclure dans les calculs. Ouais, tu t'adaptes et puis tu l'anticipes, ça fait partie des calculs. Enfin, même je le calcule pas à l'avance. Hein. Okay. J'ai juste des stratégies que j'explique auprès de mon audience, mais des stratégies pour optimiser
sa fiscalité, mais après, il n'y en a pas non plus 36 000, et on verra bien le résultat à la fin. Mais ce qui est intéressant avec la fiscalité française, mais c'est le cas à peu près partout dans le monde quand même, c'est que tu payes 1 an et demi après. En réalité, tu démarres en janvier, tu finis ton année, tu vas faire ta déclat en juin à peu près, et puis tu vas la payer à partir de septembre. Donc de janvier jusqu'à septembre de l'année d'après, en fait, toute cette performance-là, ton capital, il a avancé, puis tu trades avec un plus gros capital. Donc en fait, ta fiscalité, quand elle arrive, elle est payée avec ce qui arrive dans le présent. Mais ça fait déjà 1 an et demi que tu es dessus. Donc tu vois, c'est pas si grave que ça, la fiscalité, en fait. C'est pas un si gros problème. Et il y a pire que de gagner de l'argent dans la vie. Il y a pire que payer beaucoup d'impôts parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Ouais. Ouais, si tu payes des impôts, c'est que tu as quand même gagné de l'argent quelque part. C'est pas si grave. Je dis pas qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, mais il y a plus grave. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, tu as quand même eu déjà une grosse carrière d'investisseur, j'ai envie de dire, parce que tu as commencé, tu m'as dit tout à l'heure, je crois en 2011, ton premier investissement immobilier. Ouais, c'est vrai, oui. Donc ça fait 15 ans que tu investis, que tu as fait de l'immobilier, tu as fait de la bourse, etc. Si y a des personnes qui se lancent dans l'investissement, qui nous écoutent, ça serait quoi au final, avec 15 ans d'expérience, un peu avec ton recul, tes meilleurs conseils, on va dire, si tu en as qui te viennent en tête sur quelles erreurs il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou... Là où je me suis débloqué à partir de 2019, donc quand j'ai arrêté de travailler, que j'ai été indépendant grâce à l'immobilier, ce que j'ai compris vraiment à ce moment-là, c'est que j'ai tâtonné pendant 1 année à peu près avant de me dire, mais en fait, il faut te former. En fait, c'est pas grave d'acheter un bouquin, c'est pas grave de payer une formation, c'est pas grave de prendre un raccourci, parce que j'ai vu que tout seul, je faisais n'importe quoi, et qu'avec un peu de formation, derrière, boum, j'ai explosé mes performances. Tout simplement parce que tu sais ce que tu fais après. Tu achètes l'expérience des autres. Tu achètes le raccourci dans le temps. Et en fait, je le fais encore aujourd'hui, en fait. Quand je vois des gars qui ont le courage de proposer des choses, d'accepter les critiques, mais de proposer des choses qui donnent de l'expérience aux gens, en fait, moi, j'hésite pas. J'y vais parce que ça m'a rapporté tellement plus que de tâtonner, de chercher d'aller à un point A vers un point B en passant par des chemins de traverse. Quand c'est en ligne droite, si j'ai un conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est celui-là, quoi. Prenez la ligne droite quand elle est devant vous. Et elle n'est pas là éternellement. Tu vois, je me suis formé auprès de certaines personnes, c'est fini. Ces formations, elles n'existent plus. C'était quoi les noms? Auprès de Rémi, par exemple, sa première formation n'existe plus. Ouais. C'est fini. Il est passé dans un autre niveau. Sur les small cap value. Ouais. J'en connais plusieurs qui, à l'époque, s'étaient formés avec. C'était génial. Ouais. Et c'est pas le premier. Je me rappelle aussi d'une personne, je n'ai pas forcément envie de citer son nom, mais il était orienté investissement à dividendes. Avec lui, ma première année, j'ai eu la chance de tomber aussi sur une année particulièrement baissière. J'ai vu la valeur des choses, je les ai achetées et j'ai vraiment réalisé 47% en année 1. J'ai largement payé cette formation. Et le gars, au début, n'était pas très sûr de lui. Hein. Il la faisait pas très cher. Et après, il l'a doublé le prix. Ouais. Et maintenant, elle n'existe plus. C'est terminé. Celui qui veut la faire, c'était là qu'il fallait le faire. Ouais. Bon, voilà. Chacun est libre après. Écoute, un grand merci à toi. En tout cas, c'était la première fois qu'on abordait les produits dérivés. C'était très intéressant. Donc, merci à toi. Je mettrai en description les liens pour ceux qui veulent te retrouver, ta chaîne YouTube. Ouais, j'ai la chaîne YouTube, Option et Liberté, l'Instagram, pareil, Simon Option et Liberté, si vous voulez avoir des petits conseils un petit peu plus quotidiens, des petits billets d'humeur, des choses à chaud, c'est toujours bien. Et puis, mes followers, je les aime bien. Je mettrai tout ça. Merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Si vous avez apprécié, que vous avez suivi jusqu'ici, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen aussi de me soutenir. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.